Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout nouveau numéro de Méthode Fishing. Alors aujourd'hui on va parler uniquement de pêche à l'anglaise. C'était quelque chose qui me tenait à cœur parce que pour moi la pêche à l'anglaise c'est vraiment la plus belle technique de la pêche au cou. Avec des choix de distance de pêche différents, on peut s'attaquer à tous les poissons, dans un petit peu tous les types de plans d'eau. Et puis en termes de plaisir, c'est vraiment une pêche que j'adore pratiquer. Donc on va faire une journée en deux temps. Donc ce matin on va démarrer sur une sablière avec une belle population de gardons. Et c'est une partie de pêche que je vais aborder uniquement à l'agrainage. Donc c'est une technique que j'adore parce que ça change d'utiliser des amorces, etc. Et surtout c'est hyper efficace sur des pêches de gardons, de chevenne, voire même de carpe. Bon, aujourd'hui on va s'attaquer principalement à des gardons. On a des conditions idéales, là on est en fin de saison mais il ne fait pas encore très froid. Et c'est une période où sur cette sablière les gardons sont particulièrement mordeurs, donc je pense que ça va être pas mal. Et ensuite on se rendra sur une pêche totalement différente, où là on risque de prendre des gardons, mais plutôt des brèmes, et où j'aborderai la pêche en fixe et en coulissant, mais cette fois-ci avec de l'amorce et un amorçage à la fronde. Donc voilà, deux techniques totalement opposées pour un petit peu voir toutes les possibilités qu'il y a sur les pêches à l'anglaise. Donc là on va attaquer la pêche, je vais monter la ligne, je vais commencer à agréner. Il n'y a pas tellement d'activité sur le plan d'eau, mais bon, je suis assez confiant parce que je connais l'endroit et je sais qu'il y a toujours des rotangs, des gardons à prendre, donc je pense que ça va être pas mal. Donc pour la pêche à l'agrainage, j'utilise des èches animales ou végétales, donc des graines ou comme aujourd'hui des gozzers, des casters. Ça ne sert à rien d'utiliser des pinkies, encore moins on ne peut pas agréner de fouilles de verre de vase ou d'autres appâts qui sont trop petits, parce que du coup on va avoir du mal à les agréner à la distance voulue, ça va trop s'éparpiller et pour peu qu'il y ait un petit peu de vent, c'est pas la peine, on ne va pas arriver à l'effet escompté. Donc il faut quand même des èches assez denses pour pouvoir les propulser facilement. Donc la préparation elle est super rapide, là je vais simplement tamiser mes asticots pour en enlever la sueur. Ça c'est pour quand je fronde, éviter que j'ai de la sueur partout qui vole. Donc tout simplement hop, un tamis avec des mailles assez fines. Donc voilà pour les gozzers blancs. Il faut toujours essayer d'avoir des èches assez fraîches, notamment sur les gozzers, on le remarque par rapport à leurs taches noires dessus, ça prouve la fraîcheur des gozzers. L'avantage c'est qu'ils sont plus gros, ils vont couler plus vite et surtout c'est beaucoup plus efficace pour les poissons dans la pêche. Donc des gozzers blancs, ça va être avec ce que je vais agréner principalement. Après je prévois des gozzers rouges. Pour les pêches de gardons c'est toujours efficace, surtout sur hameçon. Donc là on fait pareil. On vient les tamiser. Donc voilà, pareil, des beaux gozzers rouges bien gros. Et ensuite pour terminer, des casters. L'avantage des casters c'est que déjà ça va se fronder très facilement. Ça va couler assez rapidement et une fois au fond ça va pas bouger, du coup ça va permettre un petit peu de construire le coup. Quand vous allez vous agréner, ça va rester bien sur le fond et quand les poissons vont s'installer, ça va leur permettre de fouiller, de trouver des choses sur le fond. Et pareil pour les gros gardons, les choses comme ça, c'est super efficace. Donc là je les conserve dans l'eau pour pas qu'ils tournent. Donc généralement ils sont vendus sous vide. Il faut de suite les mettre dans l'eau pour éviter qu'ils noircissent. Donc là ils sont absolument parfaits. Les casters j'aime bien qu'il y ait plusieurs couleurs différentes exactement comme ça, donc il y en a des plus ou moins foncés. Il ne faut pas qu'ils soient trop sombres. Quand ils sont trop sombres ils vont avoir tendance à couler ou à rester entre deux eaux. Donc là ils sont parfaits. Voilà. Et ensuite donc les gozzers, les casters et ensuite des graines chènevis que je fais cuire moi-même. Donc quand vous les faites cuire, il faut bien, on voit bien là, les germes qui sortent. Il faut que les germes sortent entièrement pour que ce soit assimilable pour les poissons, sinon ça sert à rien. Le but du chènevis, ça va être, c'est au niveau du bruit surtout que ça va être intéressant. Et c'est une èche au bout de 2 heures, 3 heures de pêche, quand les poissons vraiment s'y intéressent, qui rend carrément fou les gardons. Donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Et au pire des cas, si les poissons s'y intéressent pas, ça gêne pas trop, ça va rester sur le fond. Et c'est pas très nourrissant comme èche. Pour les asticots, une fois qu'ils sont tamisés, ce que je vais faire, je vais préparer donc
ceux que je vais utiliser pour la pêche. Donc en général, je mets 2 ou 3 poignées comme ça de goseur blanc pour une petite poignée de goseur rouge. Goseur rouge, c'est l'èche que je vais utiliser à l'hameçon. Donc je ne vais pas trop en agréner, du coup il y en a beaucoup moins, il y a plus de goseur blanc pour que les poissons s'y intéressent plus facilement. Et la dernière petite manipulation, donc je vais mettre une poignée de farine de maïs dans mes asticots. Les asticots ont tendance à transpirer quand ils sont dans une boîte au frigidaire pendant plusieurs jours. Du coup ils sont un petit peu gras. La farine de maïs, ça va permettre de bien les sécher. Ça va leur éviter de flotter ou de rester entre deux eaux et de couler donc plus facilement. Donc là je les dégraisse juste, je mets ma poignée de farine de maïs. Voilà, et là ils sont entourés de farine de maïs et ils vont parfaitement couler. Donc voilà pour les appâts. Et ensuite je prévois juste pour l'hameçon, si la pêche est difficile, on ne sait jamais, quelques pinkies rouges, si jamais je dois utiliser des tout petits hameçons et que la pêche est difficile. Mais bon, j'espère ne pas avoir à m'en servir. Donc voilà, maintenant on va monter la ligne et on va commencer à pêcher. Donc pour faire une pêche à l'agrainage, j'utilise vraiment un matériel tout simple. Je vais me servir aujourd'hui d'une canne de 3,90 m, très légère. Drenan Acolyte Ultra, c'est un modèle très fin qui est vraiment destiné aux pêches de poissons, on va dire, entre 50 grammes et bon, on peut pêcher quelques brèmes, etc. Mais c'est surtout fait pour propulser des petits flotteurs, pas à très longue distance. C'est une canne qui est très agréable et qui a une très belle action qui évite de décrocher les poissons. J'équipe ma canne avec un moulinet de type 3000. Ça fait un ensemble parfaitement équilibré. Je réserve les modèles 4000 vraiment pour des cannes de 4,20 m, 4,50 m, mais pour les pêches assez près du bord comme ça, un moulinet match en 3000 c'est largement suffisant. Donc un modèle qui a une bobine assez étroite à ce niveau, mais par contre de largeur, là on voit bien, assez importante. Ça permet au lancer de lancer beaucoup plus facilement. Et j'apprécie aussi particulièrement les freins au-dessus parce que ça fait des moulinets plus compacts avec des freins arrière. Ici il y a la molette et je trouve que c'est moins pratique et moins agréable à manier. Mon corps de ligne là, il est équipé en nylon Maxima de 15 centièmes. J'utilise en général 2 diamètres, du 15 centièmes et du 20 centièmes, toujours en nylon Maxima. Donc, c'est pour moi le nylon, après vraiment les avoir un peu tous essayés, je trouve le meilleur tout simplement, de par sa grande souplesse et surtout il a un revêtement qui vraiment lui est propre et je trouve que pour bouger les plombs, pour lancer même dans le temps, c'est un nylon qui est vraiment absolument parfait, qui a toutes les qualités pour la pêche à l'anglaise. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est quand vous choisissez un diamètre de nylon, il faut souvent y ajouter 2 voire 4 centièmes. C'est-à-dire que si je prends par exemple un 14 centièmes, bon, ça équivaut à du 18 ou du 16 centièmes. Voilà. C'est la seule chose à laquelle il faut faire attention. Mais après, ça reste le corps de ligne, donc c'est pas bien grave. Donc le 15 centièmes, c'est idéal pour pêcher avec des petits flotteurs. Ça passe bien dans les anneaux, c'est pas trop gros, ça se noie bien. Et c'est assez solide pour tenir dans le temps. Donc au niveau du montage de la ligne, donc je vais utiliser pour pêcher à l'agrainage des vagueurs droits. Donc j'utilise principalement 2 modèles de chez Drenan. Pour les pêches entre deux eaux ou vraiment dans peu de fond, quand l'eau est claire, que vraiment je veux être discret, ça va être le classique Crystal Drenan. Donc ça c'est un flotteur vraiment passe-partout pour les pêches en canal, dans peu de fond ou entre deux eaux, qui est super discret, qui se lance bien, qui est auto-plombé ici, avec le petit œillet. Et ensuite j'aime beaucoup aussi, c'est un petit peu le même modèle, mais cette fois-ci en plume de pan. L'avantage du modèle plume de pan, c'est qu'ici l'ergot se ferme et s'ouvre, ce qui permet de changer très facilement de flotteur, à l'inverse des cristals qui ont ici un anneau qui est fermé. Et j'aime aussi la plume de pan parce que c'est des flotteurs, alors on le voit, il est un petit peu tordu mon cristal, c'est des flotteurs qui dans le temps au soleil ont tendance à vite s'user. Alors que les plumes de pan, je veux dire, c'est tant que vous ne le perdez pas, vous pouvez vous en servir pendant de nombreuses années. Donc aujourd'hui, je vais partir sur le modèle plume de pan. Après, j'utilise principalement 2 antennes. Si je dois pêcher vraiment avec des petites èches, des poissons très difficiles, je vais partir sur une antenne
assez fine comme ça. Par contre, la plupart du temps, lorsque je pêche uniquement à l'agrainage sur des gardons, des choses comme ça, que je vais pêcher au gozzer, j'utilise carrément ce flotteur-là. Pourquoi? Parce que je me retrouve avec une antenne déjà que je vais plomber à moitié, donc qui va très peu sortir, mais d'un gros diamètre. Donc elle va être bien visible. Si le vent se lève, je ne vais pas avoir de problème de flotteur qui s'enfonce, etc. Et surtout, lorsque l'antenne va disparaître, c'est que le poisson aura vraiment engamé lèche. Il faut savoir, quand on pêche à l'agrainage, on a souvent affaire à des poissons qui sont un peu plus faciles que sur une pêche au verre de vase, donc qui vont prendre assez franchement l'appât. Donc généralement, ça ne pose pas de problème. C'est pour ça que j'aime bien utiliser des antennes assez épaisses. Je vais juste prendre soin de vraiment la plomber à mi-antenne pour avoir juste le bout qui dépasse. Donc là, je vais utiliser aujourd'hui un flotteur de 3 grammes. Donc pour monter la ligne, je vais utiliser, pour bloquer le flotteur, des petits stop float. Donc pour utiliser le stop float, il suffit de passer le nylon dans la boucle en fer. Et je viens remonter donc un premier stop. Ensuite, je viens y placer le flotteur. Donc comme je vous disais, là il y a le petit ergot, ce qui fait qu'en cours de pêche, je pourrais changer de flotteur si je veux. Ça, des fois, c'est pratique quand le vent se lève. Donc le flotteur vient reposer sur le premier stop float. Et ensuite, en dessous, je vais venir placer 2 stop floats. Voilà. Pour éviter que le flotteur ne redescende vers le bas. Donc là, ça ne bouge pas, il n'y a aucun problème. Le stop float, c'est la solution qui est idéale pour les pêches à courte distance. Parce que comme on ne va pas forcer de lancer, le flotteur ne risque pas de bouger. Et comme le flotteur est déjà auto-plombé ici à sa base, il se lancera très facilement, malgré qu'il n'y ait pas de plomb autour. Voilà, donc là on voit que le flotteur est quasiment auto-plombé à la base. Je vais simplement y rajouter quelques plombs pour amener d'une lèche au fond et surtout l'équilibrer. Donc là en gros le flotteur fait 3 grammes, il va porter environ 0,50 que je vais diviser en 4 ou 5 plombs. J'aime pas trop avoir beaucoup de plombs sur la ligne. Je préfère en avoir 4-5 au pire que je vais étaler. Il n'y a que le plomb de touche où je fais attention qu'il ne soit pas de trop grosse taille. Mais sinon pour les autres plombs, je ne vais pas utiliser des trop petits plombs. Donc là je vais partir sur des plombs numéro 4. Donc toujours pareil, je serre une première fois sur le côté, une deuxième fois sur la fente pour obtenir un glissement dur. Donc là je vais placer déjà 3 numéro 4 pour voir ce que ça donne. En plomb, j'utilise les plombs de la marque Iniesti. C'est des plombs qui sont super réguliers, qui sont très faciles à mettre et qui sont hyper bien centrés. Ça c'est important parce que déjà ça donne une présentation naturelle de lèche et surtout à l'anglaise, des plombs qui ne sont pas bien centrés, ça provoque des emmêlements. Là on voit bien par exemple, je les ai serrés sans forcément y faire très attention, on voit que les plombs sont centrés parfaitement, quoi. Donc là je vais regarder la plombée. Donc là je viens de placer 4 plombs numéro 4, ce qui équivaut à peu près à 0,5 et on voit que le flotteur est quasiment bien équilibré. Donc là ce que je vais faire, je vais enlever le dernier plomb numéro 4 que j'ai mis et je vais le remplacer par 2 plombs de plus petite taille qui vont me servir de plomb de touche. Parce que là si je viens rajouter un plomb de touche, je vais avoir un trop gros écart entre le numéro 4 et le numéro 8 par exemple que je vais mettre. Et surtout mon flotteur sera trop plombé. Donc là ce que je vais faire, un plomb 0,4 correspond à peu près à 0,20. 0,17, 0,20. Donc je vais placer 2 plombs qui font 2 plombs numéro 8 qui vont faire à peu près l'équivalence d'un plomb numéro 4. Donc ça me permettra d'avoir 2 plombs terminaux assez petits pour une présentation naturelle de lèche et de plomber parfaitement
mon flotteur. Voilà, donc là on voit qu'on obtient le même effet. Je vais même en rajouter un troisième pour un équilibrage parfait. Voilà, donc là on voit que l'antenne est vraiment parfaite. En cours de pêche, là pour l'instant il n'y a pas du tout de vent, donc s'il faut, je rajouterai encore un petit plomb pour vraiment avoir que le sommet, si ça reste comme ça et que la pêche est difficile. Mais comme je pense que le vent va un peu se lever, pour l'instant je vais rester comme ça. Donc une fois le flotteur équilibré, on va l'équiper d'un bas de ligne. Donc là je prends soin de remonter les plombs au-dessus de la partie où je les ai serrés. Parce que le nylon a tendance à s'écraser sur la partie où on serre les plombs. Et du coup, c'est beaucoup moins solide. Quand je pêche à cette distance, surtout sur des pêches à l'agrainage, j'utilise jamais d'émerillon. Les émerillons, c'est plutôt sur les pêches un peu loin quand je veux pas que le bas de ligne vrille. Donc là, je le raccorde directement. Aujourd'hui, je vais attaquer en 10 centièmes. Donc je vais prendre un morceau d'une trentaine de centimètres, 10 centièmes. Et là, je ne vais pas faire un raccord boucle dans boucle, mais un nœud. Je ne sais pas vraiment comment il s'appelle, c'est une sorte de nœud classique qui va surtout me permettre d'avoir de la discrétion et une finition vraiment parfaite. Donc là, je mets parallèlement le brin du moulinet avec mon bas de ligne. Je prends entre les doigts une distance de 5-6 cm à peu près, je viens faire une boucle. Je passe l'excédent du corps de ligne avec toute la longueur du bas de ligne 2 fois. Je mouille légèrement pour pas que ça chauffe. Et je serre les deux parties. Voilà, donc là en venant placer, donc on voit que le nœud est hyper discret, donc je vais couper les excédents vraiment au ras. Déjà c'est un nœud qui est très solide, qui est parfaitement droit, et quand je viens y placer le bas de ligne contre, on voit même pas de, si vous voulez, de différence, comme s'il y avait un boucle dans boucle, donc il n'y a vraiment pas de cassure sur la ligne. Du coup quand je vais pêcher à l'agrainage, je vais avoir vraiment une descente d'èche qui va être vraiment très naturelle. Dès lors que j'utilise pas d'émerillon, j'utilise toujours ce montage là. Le nœud est super simple à faire, il est propre, il est solide et surtout il est hyper discret. Donc je vais choisir à peu près une longueur de bas de ligne pour une pêche à l'agrainage de 30 cm. Donc je me sers de l'écartement de mes doigts, plus quelques centimètres. Donc voilà, on va dire une trentaine de centimètres, c'est la longueur parfaite. Un bas de ligne trop long, je risque d'être pris à la descente de ne pas voir la touche. Et une ligne trop courte, par contre je vais avoir une descente de lèche qui va être trop raide. 30 cm, c'est le bon compromis. Au niveau des hameçons, j'utilise deux modèles. Lorsque je pêche à l'agrainage, je vais utiliser principalement des Gozer. Donc les Kamazan B511, qui sont des hameçons assez ouverts mais assez fins de fer. Et ensuite son grand frère, le B611, qui est un modèle plus fort de fer. Si jamais il y a vraiment de la touche, que je veux ramener vite, lever d'autorité les poissons au tablier, les décrocher assez rapidement, j'utiliserai les B611. Par contre, si la pêche est normale avec des poissons assez compliqués, dans ce cas-là, je vais utiliser le B511. Donc là, je vais choisir pour démarrer un hameçon numéro 18. Donc on voit la différence entre les deux. Voilà, donc ici on a le B511 qui est assez fin de fer, donc parfait pour les pêches vers de vase, pinky, gozer, c'est un hameçon très léger. Et ici donc exactement la même forme mais plus fort de fer qui va être plus solide. Donc c'est mes deux hameçons de base pour ce genre de pêche. Donc là je vais monter mon hameçon, là je garde la ligne tendue, c'est plus facile, donc montage classique d'hameçon avec la boucle, je viens attraper la boucle et l'hameçon. Je viens faire 6 ou 7 tours que l'hameçon soit bien droit.
plus en plus souvent mes hameçons au bord de l'eau. Ça évite de préparer des trop grandes quantités de bas de ligne. Au moins je peux m'adapter exactement à ce que je veux. Donc là voilà, la ligne est terminée. Donc mon flotteur bloqué par les stop flottes, quelques plombs que je vais étaler sur la ligne, et ensuite mon bas de ligne de 30 cm en 10 centièmes terminé par un hameçon numéro 18. Donc là maintenant ce que je vais faire, la première chose avant de sonder, je vais déterminer ma longueur de pêche. Parce qu'à l'agrainage, on va pêcher au maximum de ce que la fronde peut agréner nos èches les plus légères. Là en l'occurrence aujourd'hui c'est les gozer et le shandy. Donc je vais jeter ma ligne. À une vingtaine de mètres. Voilà. Là je vais simplement agréner quelques asticots. Donc je choisis un repère en face qui sera mon repère pendant la pêche. Je viens tendre la fronde au maximum et j'agraine. Voilà, donc là on voit que les gozers sont tombés environ 4-5 mètres. Voilà, on voit que la ligne de gozer est avant le flotteur, donc là je vais ramener dedans. Je suis presque bien. J'essaye aussi avec Shandy, voilà. Là je suis à la bonne distance, de manière à ce que ma ligne pêche juste derrière les gozers que je vais lancer. Une fois que j'ai déterminé ma distance, je vais marquer mon nylon. Alors moi j'utilise, c'est une sorte de craie grasse qui est normalement utilisée dans les garages pour marquer les pneus. C'est assez gras, assez pâteux, mais ça va vite sécher sur le nylon et ça va rester sur le nylon. Je préfère utiliser ça qu'une ligature, parce que la ligature souvent on a du mal à l'enlever, ça abîme le fil. Pour la bouger de plusieurs mètres, c'est quasiment impossible. Alors que ça, elle va avoir tendance à s'effacer, donc je vais remarquer pendant la pêche un petit peu, mais à la fin de la pêche, un simple coup de doigt ou d'éponge, la marque va partir, vous l'aurez plus pour la prochaine partie de pêche, et surtout, on n'abîme pas du tout le nylon. Et là, on voit une marque rouge ou blanche ou noire selon la couleur du nylon, c'est absolument parfait, voilà. Et surtout, ça ne gêne pas lorsqu'on ramène. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre toute ma plombée contre le raccord du bas de ligne pour sonder. Donc tant que le flotteur se mettra bien en place, c'est que ma plombée principale n'aura pas touché le fond. Et je vais y aller à tâtons pour trouver la bonne profondeur. Donc là je sais qu'il y a environ 2 mètres de fond là où je vais pêcher. Voilà, donc là je viens ramener sur ma marque entre le moulinet et le premier anneau. Donc là on voit que mon flotteur se met en place et qui se plombe comme il faut. Donc c'est que là il me manque encore un petit peu de fond. Donc là je vais rajouter à peu près 30 cm par 30 cm. Donc à l'agrainage je démarre toujours en réglant ma ligne à ras du fond. Et après il se peut qu'au bout d'un moment, lorsque les gardons sont installés, à force d'agrainer, ils décollent. Alors dans ce cas-là, je pourrais pêcher entre deux eaux, voire même en surface des fois. Bon là on n'est plus en plein été, l'eau c'est quand même refroidi, donc je ne pense pas que les gardons vont trop venir en surface. Mais bon, c'est jamais. Donc là il m'en manque encore.
Donc là, on voit que l'antenne ressort franchement de l'eau, donc la plombée principale repose sur le fond, donc j'avais rajouté 30 cm. Donc là, je vais enlever une quinzaine de centimètres. Donc c'est vraiment un sondage à tâtons. L'avantage de faire ça et de ne pas utiliser un sondeur, c'est vraiment qu'on est super discret. On ne fait pas de bruit en sondant. Et en pêchant aussi court, on est quand même relativement précis. Donc là, on voit que j'ai enlevé 15 cm et mon flotteur se remet, donc plombé. On voit il ressort juste un tout petit peu. Donc là, je pense que la plombée est vraiment pile à ras du fond. Là, on voit que le flotteur remonte tout doucement. Donc là, c'est que la plombée principale doit très légèrement traîner. Donc là, on va considérer que je suis à ras. Ça ne sert à rien d'être aussi précis que sur une pêche au couvain. Là, on ne pêche pas au centimètre. Et là, maintenant, donc là, je sais que c'est mon fond. Donc, je vais venir enlever les 30 cm de longueur de bas de ligne. Donc pareil, je me sers de mes doigts. Donc, j'ai baissé le premier stop flotte à 30 cm. Voilà. Et là, je sais qu'à plus ou moins 5 cm, je suis au fond. Donc, je vais attacher mon hameçon à la base de la canne. Je vais placer ma plombée. Donc là, je vais l'étaler sur toute la ligne. Il ne faut pas hésiter à desserrer un petit peu les plombs quand on veut les bouger sur plusieurs mètres. Ça évite de trop tirer sur le corps de ligne. Donc là, ce que je vais faire, je vais placer un plomb numéro 8 tout contre le raccord. Une trentaine de centimètres plus haut, un autre plomb numéro 8, donc qui sera ici. Il faut que la distance entre votre premier et avant-dernier plomb soit légèrement supérieure au bas de ligne, parce que sinon le bas de ligne lors du lancer va avoir tendance à venir s'accrocher sur le plomb si la distance est trop courte, si je l'avais mis à 20 cm par exemple. Donc ça, c'est une règle qu'il faut respecter sur toutes les pêches à l'anglaise. Donc là, je vais grouper 2-3 plombs environ 1 mètre sous le flotteur. C'est ce qui permettra au flotteur de rapidement se mettre en place. Là, je les resserre pour pas qu'ils bougent. Et ensuite, j'ai mes 2 plombs ici. Donc du coup, on se retrouve avec un montage assez souple. Donc le plomb numéro 8 de touche, quarantaine de centimètres plus haut, un autre plomb numéro 8, et ensuite la plombée principale. Donc je vais obtenir une descente très naturelle de lèche au milieu de mon agrénage, et même une fois que la ligne sera au fond, ce sera assez souple et assez sensible. Voilà, donc tout est prêt, il ne reste plus qu'à bien finir de s'installer pour être bien propre dans le rythme d'agrénage, etc. Et puis on va pouvoir commencer à pêcher. J'ai commencé à mettre quelques frondes tout en finissant de sonder et de m'installer. Donc généralement sur ces pêches-là, je pêche toujours au gozzer. Et des fois j'utilise des pinkies s'il y a des poissons qui sont un peu plus compliqués. Donc au niveau de la mise en place des appâts, j'essaye toujours de piquer entre les 2 petits points noirs sur la grosse partie du gozzer, juste sous la peau, le gozzer, comme ça, voilà. Vraiment qu'il soit présenté de la manière la plus naturelle possible. Donc là on voit qu'il reste bien remuant. Et après j'aime aussi une mise en place où je viens enfiler sur la hampe mon gozzer et placer un second par le plus petit bout. Voilà, juste sous la peau. Ça c'est quand je veux plutôt sélectionner les poissons.
Et en général, je démarre toujours avec des gozer rouges. C'est peut-être uniquement psychologique, mais je trouve qu'en général, sur les gardons, ça déclenche quand même plus de touches. Allez, on va attaquer. On va lancer. Donc là, j'ai clippé ma ligne environ 4-5 mètres après ma marque, pour que la ligne tombe derrière mon cou pour ne pas faire trop de bruit. Et là, je vais attaquer donc un agrénage régulier. Le plus important quand on pêche à l'agrénage, c'est ça ne sert à rien de mettre des grosses quantités et de le faire régulièrement. La meilleure solution, c'est vraiment de se donner une cadence. Alors ça va dépendre des touches. Donc au début de la pêche, je pars sur une fronde environ toutes les minutes, de manière à ce qu'il y ait toujours quelque chose qui tombe dans l'eau. Après, au niveau de la quantité, moi je me sers de mes doigts. C'est-à-dire que, par exemple, en prenant dans ma boîte avec 2 doigts, je sais que je vais avoir 5-6 gozers. Par contre, si je prends avec 3 doigts, j'en aurai un petit peu plus. Et voire même s'il y a beaucoup de poissons, dans ce cas-là, je me sers de tous mes doigts. Et là, je vais avoir une quinzaine de gozers. Bon, en général, je me sers de 2 doigts, 3 doigts. Fronder entre 5 et 10 gozers, ça suffit, toutes les minutes. Et voilà, le plus important, c'est vraiment d'avoir un rythme hyper régulier. De manière à ce qu'il y ait toujours des appâts qui tombent dans l'eau. Donc là, je vais fronder principalement des gozers. On va dire 2 frondes sur 3, ce sera des gozers. Ça va être mon nèche principale. Et ensuite, j'alterne avec une fronde de chène-vie, une fronde de castor. Le chène-vie, c'est plutôt pour l'aspect curiosité, par le bruit que ça va faire. Et les castors, parce que ça va se déposer au fond et que ça ne va pas bouger. Donc quand les poissons vont arriver, ils trouveront directement des appâts au fond. Parce que les asticots vont avoir tendance à s'étaler, se mettre sous les cailloux, le temps que les poissons arrivent. Donc c'est pour ça que fronder des èches inertes de temps en temps, c'est aussi pas mal. Et au niveau de l'installation, donc je place un support ici si j'ai besoin de poser ma canne pour me servir des 2 mains. Sinon, j'ai toujours donc mon support avec la pointe de sillon de canne dans l'eau pour garder la bannière noyée et la canne sur mon genou. Et je viens tenir la poche de la fronde de la main qui tient la canne. Comme ça, à tout moment, si jamais j'ai une touche, je peux fronder. Voilà. Si j'avais la canne ailleurs, que je dois poser la canne pour fronder, c'est pas bon parce que sur des touches de gardon, on en louperait beaucoup trop. Donc là, je pose juste la fronde sur le genou, la poche dans la main droite qui tient la canne. Je viens ici saisir mes gozers et ensuite j'ai qu'à fronder. Comme ça, je suis tout de suite en action si jamais j'ai besoin de ferrer. Donc au niveau de la fréquence des lancers, sur une journée comme aujourd'hui où la ligne n'arrive pas du tout, là il n'y a pas du tout de vent, je relance environ toutes les 2 minutes. Donc on va dire chaque 2 coups de fronde, je refais un lancer. De manière déjà à repositionner la ligne et aussi parce que sur les pêches à l'agrénage, on a beaucoup de touches sur au moment où la ligne se met en place. Les èches tombent et les gardons, souvent on les prend lorsque la ligne se met en place. Et après, ça permet aussi de ne pas s'endormir et de maintenir un rythme d'agrénage. Donc là, voilà, j'attaque toujours en agrénant très peu mais souvent. Donc là, je vais continuer en faisant comme ça un petit peu de temps. Après, sur des pêches à l'agrénage, il ne faut pas être pressé. C'est très rare quand on a les touches qui arrivent de suite. Il faut le temps que les poissons s'intéressent aux èches qu'on leur donne et après qu'il y a assez de poissons pour avoir des touches régulières. Donc je vais continuer comme ça et voir ce que ça donne. Bon, ça fait plus d'1 heure et demie qu'on pêche, que j'agrène. Je dois être à plus d'1 demi d'asticots agrénés. J'ai pas réussi à déclencher la moindre touche. J'ai pas vu un gobage ni un poisson sauter. Donc on va plus rapidement que prévu passer au plan B parce que là je pense que les gardons ne se tiennent pas du tout dans la zone et ça ne sert à rien de vraiment insister. On ne fera pas une belle pêche, donc allez, on passe tout de suite au plan B où là je suis certain on aura plein de touches.
Donc pour ce deuxième partie, on se retrouve sur le lac de Jouarre derrière moi. C'est une grande retenue d'eau en plein milieu du Ménervois. Magnifique région, on a vraiment un beau paysage. En plus aujourd'hui il n'y a pas trop de vent sur ce lac, c'est un peu la difficulté, c'est que souvent il est très venté, mais bon aujourd'hui ça va. Donc là cet après-midi ce qu'on va faire c'est une pêche à plus longue distance avec un amorçage à la fronde et donc à l'aide de farine. Voilà. C'est un petit peu l'inverse de ce qu'on a fait ce matin où on a fait qu'agréner. Du coup là je vais utiliser une amorce en adéquation avec le lieu. Donc ici on trouve pas mal de gardons qui sont assez voraces. Des brèmes entre 100, 300 grammes, 400 grammes, ça dépend des jours, un petit peu la taille et leur nombre. Du coup donc j'ai fait une amorce, je vais prévoir une amorce pardon, dans ce sens. Ici donc les poissons aiment les amorces assez claires, assez riches et assez collantes. À l'anglaise c'est en général ce qu'on utilise. La principale caractéristique d'une amorce à l'anglaise, il faut qu'elle soit assez collante parce qu'on va y ajouter des èches et puis surtout on va l'envoyer à la fronde. Et en même temps il faut qu'elle soit assez dense pour pouvoir rapidement atteindre le fond et pas se désagréger, que ce soit dans la couche d'eau à l'impact ou alors au moment où on va la fronder. Donc aujourd'hui je vais mouiller 1 kg de carpe fine. Donc c'est une amorce sucrée assez riche, de couleur très claire, donc assez nourrissante et collante. À ça je vais ajouter 2 paquets de gros gardons. Pareil, c'est une amorce qui va être moins riche que la carpe fine. Mais par contre, il y a une forte valeur d'épicéine, de PV1, etc. dedans. Donc ça va quand même coller. À tout ça, je vais y ajouter de la terre de Somme. Donc pourquoi de la terre de Somme? Le but premier, c'est d'alourdir. Et surtout, les poissons ici aiment bien les amorces qui nuagent. Donc que ce soit au fond de l'eau ou dans la couche d'eau, la terre de Somme va permettre de créer quand même une trace. Et pareil quand les poissons vont fouiller. Donc la terre pour qu'elle recolle quand même l'amorce et qu'elle assèche pas, je l'ajoute à l'amorce sèche. Comme ça quand je vais la mouiller, ça va quand même recoller un petit peu l'amorce. Ensuite je vais ajouter un colorant alimentaire de couleur jaune. Donc ça c'est des produits que je trouve en Espagne. C'est fait pour teinter normalement le riz des paellas, etc. C'est un produit, en fait, vous en mettez à peine sur les doigts ou dans l'amorce et dès que c'est en contact avec de l'eau, voilà, ça devient vraiment, on le voit de suite, ça devient vraiment tout jaune. Donc ça va apporter un effet nuageant dans l'eau et surtout ça va me teinter l'amorce, pareil, de couleur jaune. Donc on voit, et en plus c'est assez tenace. Donc l'amorce, ça ne va pas avoir tendance à se laver, elle va rester bien jaune. Contrairement à d'autres colorants qui des fois s'enlèvent assez vite. Donc là je mets l'équivalent de un demi-verre à peu près pour 3 kg d'amorce. Donc je mélange la terre à la farine. Et je vais mouiller ça assez copieusement. À l'anglaise, j'aime bien limite surmouiller l'amorce. Ensuite, elle va beaucoup boire. Au moins, l'amorce va vraiment être collante comme je veux. Donc là, on voit bien de suite avec le colorant l'amorce qui prend une belle couleur jaunâtre. Donc ça, c'est vraiment la couleur idéale pour ce plan d'eau. En général, quand on a des eaux comme ici un petit peu mâchées, parce que là c'est un plan d'eau qui est vraiment battu par le vent, ça marche assez bien de faire des amorces de couleur claire voire jaune. Voilà, faut pas hésiter à mettre pas mal d'eau parce qu'entre la terre et ses farines, ça va gonfler assez vite. Et en grand lac, il faut quand même prévoir une assez grande quantité d'amorce. Là, du coup, avec la terre, ça me fait 4 kg de mélange sec au départ. Vu qu'on va quand même pas mal amorcer au départ et qu'on risque de devoir rappeler assez fréquemment, je préfère prévoir un petit peu large en amorce.
Voilà, donc là l'amorce est mouillée, nickel. Donc ça nous donne un mélange assez lourd, assez collant, que je vais remouiller juste avant de mettre des èches. Ce sera vraiment l'idéal pour ici. Voilà, maintenant on va passer à la préparation des èches. Donc là pour pêcher, je vais prévoir 2 cannes de 3,90 m. Là où je vais pêcher, il y a un petit 3 mètres d'eau à peu près. Donc des cannes de 3,90 m, c'est l'idéal dans ces situations. Dès que je peux, j'utilise cette longueur là parce que c'est pour moi la longueur la plus facile à manier et la plus agréable pour pêcher. Ensuite on peut passer sur des modèles un peu plus longs si jamais on veut pêcher en fixe. Avec un peu plus de fond, mais 3,90 m, voilà, quand on peut utiliser ça, c'est l'idéal. Donc j'ai monté une première canne avec un vagueur de 7 grammes, une plume droite. C'est des flotteurs que j'apprécie particulièrement, déjà d'une part de par leur longueur, qui permet vraiment de bien noyer la bannière. Ça c'est super important. Et en même temps, ils sont hyper sensibles. On utilise parfois des flotteurs à bulbe. J'utilise quand vraiment il y a un vent important, que je dois vraiment forcer plus pour atteindre la distance que je veux. Mais une journée comme aujourd'hui où il n'y a pas trop de vent, pas trop de fond, et où j'ai pas trop de beau-poids sur la ligne, c'est l'idéal. Donc sur la ligne, j'ai placé environ 1 gramme, 1 gramme 20, en sachant qu'il y a 2-3 plombs qui vont aller sous le flotteur, que je descendrai en cours de pêche s'il y a besoin. Donc je pense pêcher avec environ 0,8, 1 gramme sur la ligne. Plus en fait on met de poids sur la ligne en fixe, plus il va falloir utiliser un flotteur lourd. Donc là on va dire 1 gramme pour un flotteur de 7 grammes. Si jamais j'avais voulu utiliser 1,5 gramme, j'aurais plutôt opté pour un 10-12 grammes. Et après des fois ça m'arrive de monter à 2 grammes, 2,5 grammes sur la ligne. Et dans ce cas-là, il faut vraiment un flotteur qui porte 15, 16, 18 grammes. Sinon lors du lancer, ce qui va se passer, c'est que la plombée va passer devant le flotteur et on va avoir le phénomène en fait d'une ligne qui va tourner en l'air. Et d'une, vous n'êtes pas précis, et de deux, c'est des emmêlements quasiment à chaque lancer. Donc c'est vraiment important d'adapter le poids qu'on veut mettre sur la ligne au poids qu'on a sur le flotteur. Pour revenir à ce flotteur, donc j'utilise là aujourd'hui une antenne creuse, parce que je pêche pas trop près, donc je veux quand même avoir une bonne visibilité, mais en même temps c'est pas une antenne trop grosse. Mais j'ai aussi la possibilité en cas de temps calme de changer l'antenne, donc de l'enlever, de placer une antenne beaucoup plus fine, si vraiment la pêche est difficile ou que je souhaite obtenir plus de sensibilité. Et je peux aussi replacer mon antenne creuse et mettre par-dessus une surantenne, donc pour encore augmenter le diamètre si jamais je dois faire traîner sur le fond, ou alors vraiment qu'il y a des grosses vagues et du coup mon flotteur a tendance à plonger tout seul. Voilà. C'est vraiment des flotteurs parfaits, que ce soit en termes de solidité, de lancer, de précision. C'est vraiment mon flotteur préféré pour pêcher à l'anglaise en fixe. Donc je l'ai monté sur une Aqualite Ultra en 3,90 comme je vous disais, avec un moulinet de 3000, avec du Maxima en 15 centièmes sur le moulinet. Concernant l'autre canne, je prends toujours pareil un modèle de 3,90, mais cette fois-ci en Aqualite Plus. C'est un modèle qui est plus rigide et qui permet de mieux propulser des vagueurs lourds comme je vais utiliser au coulissant. Là, je vais monter la ligne devant vous pour vous montrer comment je procède. Mais pour revenir à la canne, on voit souvent des pêcheurs, même s'ils ne pêchent pas loin au coulissant, utiliser des cannes de 4,50 m, très rigides, limite faites pour la bombette. C'est vraiment pas ce qu'on conseille au coulissant. On fait des lancers vraiment en souplesse. Et faites l'essai, vous verrez qu'avec des petites 3,90 pas forcément puissantes, déjà c'est beaucoup plus agréable et surtout vous allez gagner en précision de lancer, en distance, et c'est surtout important au moment où vous allez ferrer ou ramener le poisson, où vous allez avoir une canne qui va être beaucoup plus souple et du coup vous évitez les décrochets. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser des cannes vraiment d'action souple, même au coulissant. Sauf si bien sûr on utilise des coulissants extrêmes jusqu'à 15 grammes sur la ligne avec des très gros flotteurs, mais là aujourd'hui ça ne va pas être le cas. Donc pour la ligne coulissante, je vais démarrer en premier lieu par faire ma ligature. Donc pour faire la ligature, je fais toujours 2 ligatures collées. Donc j'utilise du nylon fluo, c'est par habitude, j'aime bien, comme ça je le vois dans les anneaux, je vois où est ma ligature. Et j'utilise du 20 centièmes. Donc là je vais tendre mon corps de ligne. Je vais former une boucle dans mes doigts avec une partie avec environ 7-8 cm et l'autre partie beaucoup plus longue, une vingtaine de centimètres. Je viens mettre ma boucle parallèle à mon corps de ligne. Je mets dans la bouche les 2 brins de nylon, donc la sortie de mon nylon de moulinet et la longueur de mon nylon de ligature. Là, je viens faire
5-6 tours, comme si je faisais un hameçon en fait. Voilà, et je repasse mon nylon dans la boucle. Je tire exactement comme si je montais un hameçon. Donc là, je viens tirer les deux parties fluo. Il ne faut pas hésiter à bien serrer. Et plus on va serrer, plus le coulissement va être dur. Voilà. Donc là, ma ligature est faite et elle coulisse parfaitement sur la ligne. Donc ça sert à rien de faire 10 tours, on risque plutôt d'avoir un nœud qui va se bloquer. Pareil, 2-3 tours c'est pas assez, le nœud va avoir tendance à se défaire, donc 5-6 tours c'est l'idéal. Donc là je viens couper à environ 3 cm pour laisser un petit peu de longueur. Parce que le nylon, si on le coupe trop à ras, ça va faire une rigidité et dans les anneaux ça va avoir plus de mal à passer que si le nylon reste un petit peu long. Voilà, donc le premier est fait. Je répète l'opération une deuxième fois. Donc voilà, les deux ligatures sont faites. Là, ça ne va pas bouger de la partie de pêche. Donc là, je passe pas le flotteur tout de suite parce que j'utilise des flotteurs avec un œillet. Et souvent, ça va se bloquer, mais le flotteur risque quand même de passer au travers. Donc des fois, on risque de se retrouver avec le flotteur qui passe à travers le nœud. Donc pour éviter ça, je vais simplement passer une petite perle de 4 mm avec un trou d'1 mm. Voilà. Qui va venir se bloquer en fait contre le nœud, qui va éviter au flotteur de passer au-dessus. Ensuite, une fois cette opération faite, donc on vient placer le flotteur. Et on va pouvoir passer à l'équilibrage de la ligne. Pour monter les... Là aujourd'hui, pour monter une ligne coulissante, aujourd'hui en sachant que je vais utiliser environ 5 grammes sur la ligne, j'ai pris un flotteur de 12 grammes, donc il y aura 5 grammes sur la ligne. Je viens placer, j'utilise toujours des billes percées. L'avantage des billes percées, c'est que ça fait un poids dense en un point donné. C'est toujours bien centré et ça évite quand même pas mal d'emmêlements plutôt que d'avoir une grosse masse de plomb. Je préfère plutôt que d'utiliser 4 ou 5 chevrotines qui vont avoir plus tendance à s'emmêler. Donc, je viens placer ma bille et je vais la bloquer dessus et en dessous par des plombs. Donc là, pour voir à peu près l'équilibrage ce qui donne, donc je vais passer un plomb numéro 0 en dessous. Là déjà je vais regarder ce que ça donne. Et ensuite en fonction de ce que ça va donner, je vais parfaire l'équilibrage avec d'autres plombs. Voilà, donc là on voit qu'il manque à peu près 0,50. Donc là je vais simplement placer 2-3 petits plombs au-dessus de la bille percée. Ça c'est pour éviter que lors du lancer ou quand je bagarre un poisson, la bille percée remonte et descend. Donc là j'en mets 2 pour bien bloquer sur le dessus. Voilà. Donc en dessous j'avais placé un plomb numéro 0. Donc un plomb d'assez grosse taille. Et ensuite je vais faire une petite plombée dégressive en dessous. Donc je vais commencer avec un numéro 4. Sous la bille percée, pour que ça vraiment pas avoir de problème toute la durée de la pêche, il faut minimum 3 plombs. Au moins comme ça on est sûr que ça ne bouge pas. Donc là je viens placer 2 numéro 4. Et je vais terminer avec des plombs numéro 5. Alors ce que j'aime bien faire sur les lignes coulissantes, c'est terminer avec 2 ou 3 plombs de même taille. Comme ça me permet de varier le poids que je vais placer contre mon émerillon. C'est-à-dire que si je veux faire une pêche à ras du fond, je vais plutôt placer que l'émerillon. Si je veux une ligne plus stable, je vais descendre 1 ou 2 plombs. Par contre, à certains moments, je vais faire peut-être traîner fortement lèche sur le fond. Et dans ce cas-là, je peux descendre 3-4 plombs de touche sur
sur l'émerillon de manière à avoir une ligne beaucoup plus stable. Donc là on voit que je suis quasiment bien équilibré. Je vais simplement rajouter un plomb numéro 5. Voilà. Donc là on voit que l'équilibrage il est tip top, pile comme il faut. Un équilibrage comme ça, même avec un flotteur assez lourd et une plombée assez brutale, on garde quand même une sensibilité importante. Donc là je vais simplement prendre soin de remonter ma plombée pour ne pas utiliser la partie où j'ai pincé mes plombs. Je vais venir y fixer un micro émerillon. Donc j'utilise vraiment les émerillons les plus petits possibles. Je prends toujours la taille la plus petite qui soit. Parce que l'émerillon il est quand même important, parce que quand on va ramener avec 2-3 asticots, le baline a tendance à vriller, donc moi je le trouve indispensable. Mais en même temps, j'ai pas envie d'avoir quelque chose qui va vraiment rigidifier la ligne et qui va être pas discret. Donc j'utilise vraiment les plus petites tailles possibles. Donc là je vais le raccorder avec un nœud de cuillère. Donc je passe mon nylon dans le haut de l'émerillon, je viens faire 7-8 tours autour du corps de ligne et je repasse dans la petite boucle entre mon nylon et l'émerillon. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à humidifier, tirer dessus et ma ligne est prête. Donc pour bouger le nœud d'arrêt, faut pas hésiter à mouiller un petit peu. Donc au niveau de ma plombée, je vais démarrer avec 2 plombs numéro 5 collés contre l'émerillon pour avoir un bas de ligne assez rigide. Et je vais placer ma plombée principale à ce que moi j'appelle une brasse, c'est-à-dire ça équivaut à environ 1,20 m, 1,30 m. C'est la distance pour moi idéale pour démarrer. Des fois on peut être amené à la remonter un petit peu, des fois à la rebaisser, mais en fait voilà, l'équivalent de 1,20 m, c'est la distance idéale pour pas emmêler et pour avoir une présentation assez naturelle de l'appât. Donc voilà, ma ligne coulissante est terminée. Donc vraiment le plus important c'est respecter cette distance d'1,20 m, essayer si possible, moi je trouve de placer une olivette ou une bille percée sur laquelle le flotteur va venir reposer directement. C'est ce qu'on appelle plutôt la méthode anglaise. Ensuite un vagleur avec un œillet assez large pour qu'il coulisse facilement. Et j'avais oublié de parler du corps de ligne aussi, c'est super important. Là c'est du 20 centièmes, donc c'est le minimum que j'utilise pour obtenir vraiment quelque chose de rigide. Si on avait du nylon fin au coulissant, le nylon fin aurait tendance à être moins rigide et du coup le flotteur aurait beaucoup plus de mal à remonter à la surface. Donc là ça va être bien rigide et le flotteur va coulisser parfaitement. Donc maintenant que les lignes sont montées, on va pouvoir passer à la distance, au réglage de la distance de pêche, puis ensuite une fois qu'elle sera déterminée, au sondage. Donc pour la distance de pêche, on va dire qu'entre 0 et 25 mètres, je vais choisir un petit peu ma distance de pêche parce que je vais amorcer à la main. Donc je peux me régler en fonction de la distance. En revanche, passer cette distance, il faut que j'amorce à la fronde pour arriver à propulser mon amorce. Et dans ce cas-là, mes frondes sont pré-réglées. Donc j'ai 2 tailles de fronde et je fais 2 tailles de boules à la main. C'est-à-dire que je vais faire des boules avec une grosse poignée d'amorce et des boules plus petites, je vais simplement prendre avec 3 doigts. Par exemple, pour ces frondes, dans le cas des grosses boules, je sais que je suis réglé à 37 mètres et 47 mètres pour les plus petites boules. Et ensuite, j'ai une autre fronde qui va me permettre de faire 47 mètres avec des grosses boules et plus de 60 mètres avec des petites. Donc ce qui est important,
c'est de déterminer cette longueur sur vraiment le sol. C'est-à-dire que moi j'ai pris de l'amorce avec de la terre, que j'ai frondé en prenant un repère, et j'ai regardé à la distance à laquelle mes boules tombaient le plus souvent. Et du coup, j'ai toujours regardé la même taille de boule. Du coup, ça me permet de savoir que les boules, avec cette fronde-là, vont tomber à 37 mètres. Et ensuite, il suffit, lorsque vous lancez, donc là, j'ai clippé à 37 tours de manivelle, en sachant qu'un moulinet, enfin, du moins le moulinet que j'ai là, ramène environ 90 cm. Donc là, je vais compter 37 tours de manivelle. Voilà, pour arriver jusqu'au flotteur. Bon, là en l'occurrence, j'en ai environ 40 parce que là où je vais pêcher, il y a 3 mètres d'eau. Donc aux 37 mètres de distance où je vais amorcer, je rajoute bien sûr les 3 mètres de fond qu'il y aura. Et donc dans ce cas-là, je suis sûr que lorsque je vais fronder mes premières boules, je vais tomber pile à la distance où il faut. Donc une fois que j'ai clippé ma ligne donc à 40 mètres par rapport à la fronde que je vais utiliser, je vais sonder. Donc pour faire ça, j'utilise une anglaise assez puissante de 4,20 m sur laquelle j'ai mis un arraché de 2 fois la longueur de la canne en 30 centièmes pour que mon wagleur coulisse bien. Et ensuite de la tresse dans le moulinet. Alors pourquoi j'ai mis de la tresse? Parce qu'avec les sondeurs, on a souvent tendance à forcer. Et avec du gros nylon, s'il y a du vent ou quoi, on va avoir du mal à atteindre la distance qu'on veut. Des fois, il faut sonder à 60 mètres, tout ça, donc c'est compliqué. Donc du coup, j'ai fait un arraché avec de la tresse pour me permettre de lancer beaucoup plus facilement. Et ensuite, j'utilise donc un gros wagleur qui porte dans les 15 grammes de plomb à peu près. J'ai mis une olive de 20 grammes, donc qui va se lancer très facilement. Et le flotteur donc va remonter contre un nœud d'arrêt. Et ce nœud d'arrêt, je vais le régler à tâtons. Ce qui va se passer, c'est que quand je vais jeter, donc si j'ai pas assez de fond, mon flotteur ne va pas sortir. En revanche, si j'en ai trop, il va sortir entièrement généralement. Et ensuite, je vais enlever 5 à 10 cm de fond et je vais voir le flotteur, donc petit à petit, diminuer. Et je vais sonder jusqu'à ce que seulement la partie orange et noire là sort de l'eau. Ça voudra dire que je suis pile à ras du fond. Si j'ai un peu trop de fond, le flotteur va remonter comme ça, donc ça veut dire que j'ai à peu près 20 cm de trop. Si le flotteur remonte carrément à plat, là c'est que j'ai beaucoup trop de fond, au moins plus que la longueur du flotteur. De faire comme ça avec la ligne clippée, ça permet vraiment de sonder quasiment au centimètre, pile là où je souhaite amorcer. Donc là, je vais jeter ma ligne. Donc j'ai pris un repère en face, là c'est facile, il y a une bouée. Voilà, donc là ma ligne est clippée, je vais ramener d'1 mètre ou 2, je noie la bannière comme en action de pêche et je laisse la ligne coulisser. Donc là on voit bien que le wagleur ressort franchement de l'eau, donc c'est que j'ai au moins plus que la longueur du wagleur en trop. Donc là je vais ramener, je vais enlever une trentaine de centimètres au niveau de mon nœud d'arrêt. Voilà, donc là, j'enlève une bonne grosse trentaine de centimètres et je vais y aller à tâtons. Donc, des fois on a de la chance, au deuxième ou troisième lancer, on arrive à trouver le fond cuit, mais des fois il faut un peu plus de lancer. Voilà, donc là le flotteur ne remonte pas. Donc ça veut dire que j'ai enlevé un petit peu trop de fond. Donc là je vais simplement rajouter une dizaine de centimètres et normalement je devrais presque être bon. Donc là je vais simplement rajouter, hop, un tout petit peu de fond. On ne devrait pas être loin de la vérité. Voilà, donc là le flotteur sort, mais on voit qu'il sort moins que tout à l'heure. Donc il sort à mi-antenne. Donc là, en gros, la longueur dont le flotteur sort, c'est le fond que j'ai en trop. Donc là je vais simplement
Là, je vais juste enlever 5 cm. Voilà, donc là c'est pile ce que je vous disais, donc là je suis vraiment à ras du fond. On voit que le flotteur remonte, mais il n'y a que l'antenne qui sort de l'eau. Donc là ça veut dire qu'à 4-5 cm près, j'ai le fond parfait de ma distance de pêche. Voilà, c'est vraiment une méthode, c'est la mieux que j'ai trouvée déjà, d'une par la facilité d'atteindre des longues distances, de lancer, et surtout pour trouver le fond avec précision. C'est le problème d'un flotteur à brochet, c'est la technique que j'utilisais avant, c'est que j'arrivais pas vraiment à être précis au centimètre. C'est-à-dire le flotteur à brochet, soit il se mettait à plat, soit il plongeait, mais il n'y avait pas vraiment d'entre-deux. Que là on a vraiment, grâce à la longueur du vagueleur, pile la longueur qu'il faut. Donc là je vais venir bloquer mon plomb dans la petite attache de la canne, et je vais venir reporter le fond. Donc j'ai mon nœud d'arrêt qui est ici, je vais venir reporter exactement le même fond avec mes cannes anglaises. Donc maintenant que mes lignes sont bien réglées en termes de distance et de profondeur, donc je vais passer à l'amorçage. Donc pour amorcer à la fronde, ce qui est important, comme je disais, c'est d'avoir une amorce donc assez dense, assez collante, et surtout de réaliser des boules de même taille. Parce que si on ne fait pas des boules de même taille, selon la force qu'on va mettre dans la fronde, on ne peut pas être précis, c'est pas possible. Donc toujours faire des boules de même taille, assez denses et plutôt rondes. J'aime pas trop les formes ovales qui ont tendance à mal voler en l'air. Au moins une boule ronde, elle part bien droit, et même au niveau du serrage et puis pour la façon dont elle va travailler, je trouve que c'est beaucoup mieux. Une boule ovale va avoir plus tendance à éclater en surface. Donc là dans mon amorce, j'ai mis un petit peu de fouillis, quelques casters, quelques vers coupés et un petit peu d'asticot mort, donc surtout des èches inertes pour pas que ça bouge. Je ne sais pas combien de temps les poissons peuvent mettre à rentrer, on peut avoir des touches de suite, mais des fois ça peut être un peu plus long. Au moins je suis sûr que mes appâts ne bougeront pas. Donc j'ai fait quand même quelque chose d'assez nourrissant. Ensuite sur la tablette j'ai caster, pinky, gozer, des vers coupés, il me restait un petit peu de fouillis. En fonction des poissons qui vont répondre, je verrai ce que je mets. Si c'est des gardons, ce sera plutôt pinky gozer avec un petit peu de fouillis. Si c'est des brèmes, je vais surtout mettre des casters et des vers coupés au rappel. Voilà. Parce que je compte quand même rappeler assez régulièrement. En principe ici ça permet déjà de maintenir les poissons et surtout d'en attirer d'autres. Donc voilà. Allez, je vais mettre en place mon sondeur à ma distance pour amorcer. Donc je prends bien mon point de repère en face. Je noie la bannière, donc le flotteur hop ressort pile à ma distance de pêche, et je vais laisser le pick-up ouvert pour que si la ligne dérive avec le vent, le flotteur ne plonge pas sous l'eau sous le fait de la tension de la bannière. Donc là je me lève parce que on a un petit peu le vent de face et il me manquait 1 ou 2 mètres sur la première boule. Donc le fait de me lever, ça me permet de corriger le tir et de pouvoir atteindre pile la distance que je veux. Ça, faut pas hésiter des fois à se lever quand il manque 1 mètre ou 2. Ensuite le geste il est assez simple, donc je vais venir tendre ma fronde au maximum possible. En fait je recoupe de base les élastiques de quelques centimètres, de manière à ce que quand mon bras est tendu et que j'ai ma fronde au niveau ici de ma hanche, l'élastique soit tendu à son maximum. Au moins en ayant toujours l'élastique au maximum et des boules de même taille, je suis sûr que mes boules vont toujours tomber au même endroit. Donc là je tends à la hanche et je propulse ma boule. Donc là le vent se calme, je vais essayer comme ça.
là, je suis beaucoup trop court. Il vaut mieux amorcer debout. Donc là, je vais attaquer avec ma ligne fixe avec juste un petit peu de traîne. Donc un blond de touche contre le raccord du bas de ligne. Environ 0,8 g de plomb, 1 mètre plus haut. Pour essayer de voir les premiers poissons qui sont arrivés. Généralement, c'est des gardons. Donc allez, on va lancer les premiers lancers. On va pouvoir s'apercevoir dans quel sens est la dérive en fonction du vent. Pour adapter les lancers après, parce que selon le vent, des fois si le vent souffle très fort vers la droite, la dérive va aller vers la droite, mais des fois quand il y a un peu moins de vent, on a un courant contraire au vent, donc ça on va voir avec les premiers lancers ce que ça donne. Donc je ramène jusqu'à ma marque. Donc, ce qui est important là, c'est comme il y a un petit peu de vent, c'est de mettre 2 petits coups de sillon, ça sert à rien de mettre tout le sillon dans l'eau. Je plonge simplement ma pointe de canne, je laisse le vent former un petit ventre avec ma bannière. Et ensuite je mets un coup sec une fois que la bannière est bien tendue sur l'eau. En général elle coule assez vite. Donc ça c'est obligatoire, surtout quand on pêche comme ça à plus de 35 mètres. Parce que sinon la bannière va être de suite prise par le vent. Ah, petite touche. C'est pas parti. J'ai eu un premier petit appel. Je l'ai loupé. Bon indicateur déjà au premier lancer. Allez, on va essayer de prendre la prochaine. Voilà, donc là je viens de louper le lancer, je préfère relancer ma ligne, la positionner bien comme il faut pour perdre un peu de temps plutôt que mal pêcher. Là avec le vent j'avais jeté un peu trop sur la droite. Du coup ma ligne se serait mise en place en dehors de mon amorçage, donc je préfère rejeter pour que ma ligne passe bien sur les boules. Donc là on voit j'ai jeté 2-3 mètres à gauche en prenant un repère vraiment à gauche. Et ma ligne se met pile en place là où j'ai mis mes boules. Donc il ne faut vraiment pas hésiter des fois à jeter vraiment décalé de son cou pour que la ligne soit pêchante là où on a mis les boules. Donc après à cette distance là, les premières touches, c'est pas rare de les louper. En général c'est des petits poissons qui viennent, on pêche quand même assez loin. C'est pas forcément la technique la plus adaptée pour des petits poissons. Donc là on voit qu'il y a quand même une dérive assez importante. Je vais faire quelques passages comme ça en jetant plus à gauche avec ma ligne en fixe, mais si les touches viennent pas rapidement, je vais vite passer au coulissant. En fait, la canne coulissante, je l'ai montée pour 2 cas différents. Le premier, c'est si jamais il y a une dérive comme ça, pour avoir une ligne un peu plus stable qui passe moins vite, avoir quelque chose de plus rigide, ou alors s'il y a des beaux poissons qui rentrent, de manière à traîner, pareil, avoir une ligne beaucoup plus stable. Donc là je vais refaire quelques essais comme ça. Surtout ici c'est pas rare que même dans peu d'eau que le coulissant soit supérieur à la ligne en fixe. Donc on va voir ça dans les premières minutes, voir ce que ça donne. Premier petit poisson, c'est bien ça qui me faisait des touches. Tout petit gardon. Donc c'est assez courant ici que les premiers poissons soient vraiment de taille modeste. C'est pour ça que là j'hésite pas à mettre une bouchée quand même avec 2-3 pinkies, un verre de vase, histoire de ne pas être trop embêté par ces tout petits poissons.
Donc là sur ces grains là, en général, j'hésite pas à rappeler assez régulièrement et assez rapidement. Après il y a deux façons de faire, c'est soit remettre 4-5 moules, ne plus y toucher, ou alors un rappel plus régulier. Alors, ça va dépendre des poissons, bien sûr, de comment ils mordent et surtout de comment ils réagissent au bruit. Autant des fois le bruit va les attirer directement, autant des fois il vaut mieux faire un petit tadapa, les refixer et repêcher dessus pendant quelques minutes. C'est comme ça qu'on prend les plus gros poissons. Donc là je vais démarrer sur un rappel régulier assez rapidement. Et en fonction des touches que ça va donner, je verrai si soit j'arrête et que je fais des rafales, soit je continue à faire ce rappel régulier. Donc là je vais simplement mélanger à mon amorce des pinkies, des gozer, quelques casters. Je ne vais pas encore mettre de verre. Je préfère attendre de toucher ma première plaquette. Ou alors en fin de pêche, ils n'en aient pas touché justement pour déclencher quelque chose. Mais je préfère pas être trop agressif au début, laisser venir. Voir ce que ça donne. Donc là je suis à 30 minutes de pêche, la ligne dérive un petit peu vite. J'arrive pas vraiment à avoir des touches régulières et les poissons là sont vraiment minuscules que j'ai pris, donc je vais faire un petit passage au coulissant. Ici c'est un parcours assez particulier, même si le fond n'est pas vraiment important. Des fois ça arrive qu'en passant une ligne fixe on est très peu de touches. Et dès qu'on passe une ligne beaucoup plus lourde et rigide, on déclenche des touches. Donc je vais rapidement l'essayer. Donc, toujours pareil avec un gozer et deux pinky. Donc là pour lancer au coulissant, je vais avoir un geste différent, c'est-à-dire que autant je vais fouetter sur des lignes en fixe pour atteindre la distance voulue, au coulissant, de par le montage, c'est pas possible. Donc là, je vais procéder un petit peu comme au feeder. Je vais laisser environ 1 mètre entre la pointe de mon sillon et le flotteur. Je vais faire basculer le flotteur en avant, le faire venir en arrière et jeter exactement comme je le ferais au feeder. Ensuite, il suffit de revenir sur sa marque, noyer la bannière et ouvrir le pick-up pour laisser le flotteur coulisser. Voilà, donc là je suis en place. Donc j'ai ramené d'environ 1 ou 2 mètres la marque dans le moulinet en ouvrant le pick-up et du fait que la bannière se soit noyée. Donc je me retrouve avec ma marque pile à la sortie de mon moulinet à ma distance de pêche. Donc on va voir déjà si au coulissant la dérive est un peu moins importante, si j'arrive à déclencher quelques touches. Donc on a 1 heure de pêche, je vais prendre mon premier beau gardon sur les quelques rappels que j'ai mis. Au coulissant, donc en fixe ça passe un petit peu vite. Là pour l'instant j'ai décroché un beau poisson juste avant. Au coulissant, donc je vais insister comme ça. Avec 2-3 gozers rouges pour essayer de reprendre des beaux gardons. Et après je ferai un petit passage avec des vers de terreau aussi.
Donc allez, on va essayer d'en reprendre un. Donc là, le vent est pas très très fort. Par contre, il crée une sacrée dérive. Et du coup, j'ai l'impression que le coulissant est pour l'instant supérieur quand même. Déjà, ça me permet de ne pas devoir relancer la ligne tout le temps. J'ai mis un petit peu de traîne pour ralentir un peu plus la dérive. Donc même quand vous pêchez dans peu de fond, il ne faut pas hésiter à pêcher au coulissant. C'est vraiment une technique quand les poissons sont, pour peu qu'ils soient un petit peu mordeurs, qui permet d'une de prendre les plus beaux poissons et surtout des fois de déclencher plus de touches qu'avec une ligne légère. Allez, encore un poisson un peu plus petit que l'autre. Au moins c'est une touche. Toujours pareil au coulissant. Un gardon d'une centaine de grammes. Qui est reparti déjà. Allez, on va insister. Ça fait 2 touches en 2 lancers. Donc là j'ai les gardons qui sont rentrés en nombre, mais c'est assez bizarre parce que j'ai arrêté de rappeler régulièrement et ils sont dans la première couche d'eau, ils me prennent qu'à la descente. Là j'ai que des touches en relevé, là je n'ai même pas le temps d'arriver au fond, ils sont arrivés d'un coup. Alors que j'avais très peu de touches. Le problème c'est que c'est vraiment pas des gros poissons. Par contre le vent est en train de forcir et j'ai un petit peu de mal à jeter la ligne là où je veux. Ouais, je vais reprendre ma ligne coulissante parce que j'arrive pas avec le vent, avec la ligne fixe. Les poissons sont trop petits et j'arrive pas à pêcher comme je veux. Donc on va voir si une ligne plus plaquée au fond, les poissons y sont aussi. Donc là il me reste environ à une grosse heure de pêche. J'ai vraiment du mal à avoir des touches régulières. J'ai pris quelques plaquettes, quelques gardons, mais pour l'instant c'est pas terrible. Donc je sais qu'au fond j'y ai quand même déposé pas mal d'èches. Et que sur ce grand lac en général plus on pêche plus on a de touches. Donc j'ai quand même espoir que la dernière heure j'arrive à prendre des poissons. Et un petit peu sauver cette partie de pêche. J'ai absolument pas le fil de la pêche là, c'est affreux quoi.
C'est horrible quand même. Là, je serais seul, je m'en foutrais, mais... Donc là, il n'y a pas vraiment de pêche qui se dessine. Mis à part ces gardons qui sont en l'air, là, j'en vois plein sauter autour de mon cou. Il y a vraiment un banc de gardon qui s'est installé en surface. Donc j'ai pêché au couillissant pour passer au travers, pas être trop embêté par les tout petits gardons. Parce que bon, c'est pas ce que je recherche en priorité. Et voir si sur le fond aussi, avec ma ligne un peu plus plaquée sur le fond, j'arrive à piquer quelques beaux poissons sur la dernière heure. Donc là, je vais calmer vraiment le rappel. Parce que du coup, avec tous les petits poissons qui sont arrivés entre deux eaux, je pense que ça va empirer les choses. Et surtout, j'ai déjà quand même mis pas mal d'èches sur le fond, donc vu qu'il n'y a pas une grosse densité de poissons qui est rentrée, ça sert à rien de remettre des èches. Je préfère laisser mon coup maintenant reposer et finir la dernière heure comme ça. Je remettais peut-être une ou deux boules si jamais je vois qu'il y a un peu plus d'activité, mais pour l'instant, je vais rester comme ça. Une après-midi de pêche difficile quoi, et il n'y a vraiment pas de stratégie qui se dessine, c'est une touche de temps en temps, c'est des poissons qui sont pas très très gros. C'est vraiment pas facile à gérer dans ces cas-là. Surtout que dans ces grands plans d'eau, à tout moment, les poissons peuvent arriver et puis on peut faire une super pêche en peu de temps, mais c'est difficile à contrôler. Un petit gardon encore, une plaquette, En plaquant vraiment la ligne sur le fond, on arrive à prendre quelques poissons comme ça. Bon. J'ai vraiment du mal à trouver ce qui marche. Je le trouve pas d'ailleurs, tout simplement. De temps en temps, j'arrive à piéger un ou deux poissons, mais c'est jamais suivi. On va y croire jusqu'à la fin. Si on peut faire une série de poissons comme celui-là. Allez, ma deuxième plaquette tant bien que mal. C'est la deuxième comme ça que j'arrive à piéger. Donc il me reste encore un petit peu de temps. Dans ce genre de grand plan d'eau, il faut toujours y croire parce qu'il suffit que les poissons ne soient pas dans la zone et qu'ils aient décidé à un moment donné de s'installer sur le coup pour en faire une belle série assez facilement et sauver sa partie de pêche et sa journée de pêche. Donc quand on a la possibilité, il faut y croire jusqu'au bout et puis insister. Après l'idéal ce serait presque quand on pêche seul comme ça de pouvoir venir la veille et de faire un pré-amorçage quoi. C'est vrai que des fois ça éviterait de devoir attendre les touches un peu trop longtemps.
Là, je sens qu'il y a quelques brèmes comme ça à prendre, mais il n'y en a pas vraiment une grosse densité. Alors, avec un peu de chance, il y en a quelques-unes qui vont s'installer et rentrer. On va mettre une boule bien dure le plus précisément possible. Allez. Ça a l'air un peu plus petit. Bon, au moins c'est une touche. Elle est venue se caler dans les herbiers au bord. Donc allez, ça redonne le moral. 2 poissons en 2 lancers. C'est pas des grosses plaquettes, mais bon, déjà c'est des poissons quand même d'une taille assez intéressante. Si je pouvais arriver à en faire une petite série d'ici la fin, ce sera assez sympa. Donc je croise les doigts pour qu'elle se soit enfin installée. De toute façon, les gardons, on a bien compris que c'était une journée sans. Allez, je vais essayer d'en reprendre une. Le flotteur ressort pile là où j'ai mis mes boules d'amorcer de rappel. Là, je pêche avec environ 40 cm de traîne. Là, j'ai vraiment axé sur ces poissons-là, donc si elles y sont, je devrais les prendre. À nouveau un petit appel. Ah, je la loupe. Nice. Une touche vraiment délicate. Allez, c'est de bonne augure pour le temps qu'il nous reste à pêcher. On arrive enfin à avoir quelques touches régulières. Encore une petite touche. C'est un petit gardon, je pense. Là, on voit bien, les poissons sont rentrés d'un coup. Ça a commencé avec des tout petits gardons qui étaient en surface. Et là, on voit que même au fond, maintenant, dès que ma ligne se met en place, j'arrive à avoir une touche. Là, je vais essayer de passer un petit verre de terreau. Donc je pique un andros que je coupe en deux et je viens repiquer la deuxième partie
sur l'hameçon. Et après j'ai une petite combine qui fonctionne très très bien sur les pêches de brème, c'est de prendre un gozeur, le rouler entre les doigts, sans l'éclater si possible, pour le tuer en quelque sorte. Du coup le gozeur n'a pas tendance à bouger sur la pointe de l'hameçon. Et ça permet de bien dégager la pointe de l'hameçon. Voilà, on voit qu'il est mort au bout. Et ça va venir me libérer toute la pointe de l'hameçon, et comme il ne bouge pas, ça fait une présentation parfaite quand c'est des brèmes. Allez, le dernier gardon de la journée. Tout petit gardon. Bon, ça aura été une journée super compliquée. Ce matin, je voulais faire une pêche de gardon à l'agrainage. Il n'y a pas eu de possibilité de déclencher la moindre touche, donc assez déçu pour ce matin. Bon, on a quand même vu la manière de pêcher à l'agrainage. Il ne faut vraiment pas que vous hésitiez à essayer cette technique près de chez vous. Et ensuite, en venant ici, j'étais assez optimiste sur une pêche à l'amorce. Voilà, une trentaine de mètres, un plan d'eau que je connais bien, où d'habitude il y a des très belles pêches à faire. Mais on est tombé sur une pêche complètement décousue, où il n'y a pas forcément une façon de pêcher qui se dégageait. Le peu de touches que j'ai eu, ça a été surtout en pêchant au coulissant à cause du vent, de la dérive. Du coup, pêche décousue, j'ai pas forcément été très précis dans mon amorçage à la fronde, donc ça n'a pas aidé. Même si ça explique pas que voilà, il y a des passages avec 2-3 brèmes, puis ensuite des passages avec 2-3 gardons, des longs moments sans touche, des moments où les poissons étaient tous en surface, sans savoir pourquoi, envahis de petits gardons qui gênaient la pêche. Donc vraiment une journée super difficile. J'espère néanmoins que vous avez réussi à retenir les 4-5 combines qui sont importants pour la pêche à l'anglaise, que ce soit au niveau du montage, des lancers ou du choix de matériel. Et puis moi de mon côté, je vous dis à très bientôt au bord de l'eau.